Merci Stéphanie. Merci de m'accueillir sur vos écrans. On va prendre un petit peu de temps maintenant pour parler un peu plus technique, notamment sur les performances attendues, mais les performances objectives en termes de masques. Et notamment, nous allons nous intéresser plus spécifiquement aux problématiques liées aux masques filtrants, donc les masques type FFP2. Alors, quand on va commencer à regarder au niveau de la réglementation, les différentes normes, vous avez, d'un point de vue technique, des objectifs à atteindre pour la performance des masques. C'est listé dans ce tableau-là. Voilà. Donc, vous voyez différents types d'objectifs techniques qui sont là. On va en revenir un petit peu derrière, mais chaque colonne correspond ici à une réglementation nationale ou régionale. Celle qui nous intéresse en particulier, c'est celle-ci, c'est cette colonne-là, c'est pour le FFP2. Donc en Suisse, pour la définition des objectifs de performance des masques filtrants, nous sommes compatibles avec la législation européenne, et un masque vendu pour un objectif de protection par filtration doit correspondre à cette norme ici. Alors, ce qui peut être surprenant, c'est qu'en Suisse, nous n'avons pas d'organisme certifiant pour ce type de masque. Nous sommes obligés de faire appel à des organismes placés ailleurs, notamment dans la communauté européenne. Donc c'est la liste Nando dont faisait mention Stéphanie tout à l'heure. Alors si on regarde plus spécifiquement cette colonne-là, et si on la compare à la colonne qui est à côté, qui correspond à la norme chinoise, la KN95, on voit que les objectifs ne sont pas très très différents. Donc ça veut dire qu'en termes de performance, si on fait bien notre travail, en tout cas sur le papier, un masque estampillé, certifié KN95 ne devrait pas être très différent du masque FFP2. Sur le papier, on verra que ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, allons un petit peu plus loin, et puis on va s'intéresser à deux tests importants. Le premier, c'est celui-ci, c'est l'objectif de filtration du média filtrant, c'est la capacité du masque lui-même à retenir des aérosols des aérosols test. On voit typiquement sur des FFP2, on veut du 94% de rétention, donc on ne veut pas plus que 6% des particules de test passent au travers du filtre. Alors là, c'est la capacité intrinsèque du masque à fonctionner. Et le deuxième point qui est important, c'est ce qu'on va appeler un taux de fuite. Vous avez ici en fait un critère à 8% de taux de fuite. Donc on ne veut pas tolérer plus de 8% de l'air qui est respiré par le masque, qui ne passe pas par le masque, mais qui passerait par les défauts d'étanchéité. Et là, on va mesurer non pas finalement la capacité du masque à filtrer, mais la capacité du masque à être ajusté correctement sur le visage. Parce qu'on comprend bien que l'efficacité globale d'un masque, c'est que le masque soit efficace, mais qu'on puisse aussi bien le porter et gérer les problématiques de fuite. Alors, comment on mesure cette filtration? Vous avez ici un graphique exemple d'Unisanté avec qui nous avons travaillé pour les mesures. Vous avez, alors, pour comprendre un peu ce graphique, on va générer des aérosols tests. C'est cette courbe bleue qui est ici. C'est pas trop important. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va mesurer les particules avant le masque et après le masque. Et idéalement, on n'aimerait pas en trouver ou très peu derrière le masque. Et puis le profil noir que vous pouvez voir là, c'est un masque bon, un masque parfait qui va bien filtrer. Vous allez trouver très peu de particules derrière le masque. Et puis en rouge, vous avez ici un masque qui se comporte pas très bien. Il laisse passer des particules. Ici, on teste, en fait, les mesures nous montrent qu'on a un taux de pénétration de 20%. Donc on va retenir que 80% des particules, et c'est pas suffisant pour qualifier un masque de type FFP2. Voici comment on mesure un taux de fuite. On va pratiquer ce qu'on appelle un fit test quantitatif. L'idée, c'est d'aller faire la mesure du taux de particules à l'intérieur du masque, mais pendant qu'il est porté par une vraie personne, et pendant que cette personne fait des exercices qui sont représentatifs du stress qu'il pourrait y avoir sur un masque. Donc vous avez ici un petit exemple, c'est un peu un test de lecture, Allez, approchez-vous de vos écrans, mais si vous pouvez lire, en fait ici, parmi les tests, on va faire respirer profondément la personne, lui faire bouger la tête, le faire se pencher en avant, faire parler, et puis ensuite on va pouvoir, en fonction de ces différents tests, pouvoir calculer un taux de fuite, et là vous voyez qu'on a 3 colonnes. Ça veut dire qu'on teste sur
plusieurs personnes, parce qu'on doit pouvoir protéger un collectif de personnes. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que la norme EN 149, elle propose de tester, de faire ce type de test sur au moins 10 porteurs, et on doit réussir. On doit réussir le taux de fuite pour 80% des personnes testées, donc 8 personnes sur les 10. La particularité, et c'est là où le diable se cache dans les détails, c'est que la norme précise aussi que si le masque il n'est pas adapté à la morphologie du porteur, eh ben on ne le teste pas. Donc quelque part, ça amène un biais qui dit que finalement pour un fabricant, pour certifier son masque, il n'a qu'à trouver 8 personnes sur lesquelles son masque pourrait fonctionner. Vous voyez un peu le biais que ça amène. Donc voilà un peu le type de mesures que l'on peut faire. Alors pourquoi je vous parle de ces deux mesures ? Stéphanie vous a dit, au début de la pandémie, ça a été un peu la panique sur les marchés des masques, parce qu'on a été inondé par des masques qui provenaient en fait de sources différentes, auxquelles on n'avait pas l'habitude, des masques KN95 qui étaient censés remplacer en fait des FFP2, et puis ceux qui devaient alimenter les stocks, protéger en fait les personnels, et notamment dans le médical, des gens qui étaient au contact avec les patients, pour qui c'est très important d'avoir des masques qui sont protecteurs, qui sont filtrants, devaient être protégés, et on devait leur assurer finalement que ces nouveaux masques étaient capables de faire le job. Alors, pour pouvoir les aider, différentes initiatives ont vu le jour. Je vais vous parler de celles qui nous concernent en fait le plus. Unisanté à Lausanne et nous-mêmes, nous nous sommes associés pour pouvoir répondre, aider finalement les milieux de la santé à sélectionner les masques, à écarter en fait les mauvais masques. Pourquoi Unisanté et ToxPro ? Parce que Unisanté était équipé pour pouvoir faire le test de filtration, et puis ToxPro, nous sommes équipés pour faire le fit test. Alors, quelques photos de masques, ça c'était le travail un petit peu tous les jours. Vous voyez, on reçoit un peu tout type de masques, des masques canards, des masques avec valve, pas forcément très utile quand il s'agit de masques barrières, mais pour protéger les gens, ça c'est une chose. L'équipe sympathique de ToxPro au travail. Et puis, voilà, il y a un spoiler, c'est que les tests ratés, on en a eu beaucoup. Alors, parlons un peu de ces résultats. Je partage avec vous quelques résultats qui sont en voie de publication. Nous avons fait dans un collectif en fait de laboratoires à peu près 140. Nous avons testé à peu près 140 modèles de masques FFP2. Et voilà certains résultats en type de proportion. Alors si je prends ici les résultats bruts, si on prend notre population de masques testés, déjà au niveau de la pénétration, donc la capacité du masque à bien filtrer, 30% grosso modo, ne remplissait pas les objectifs de performance. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a isolé ceux qui fonctionnaient bien, enfin ceux qui n'étaient pas en rouge, donc les suffisants et les recommandés, pour faire le test de fuite par derrière. Donc voilà, ces 67% ont fait le test de fit test, et sur ces 67%, 60% n'arrivaient pas à assurer un ajustement suffisant pour maintenir une bonne filtration sur un masque porté. Ce qui fait qu'en grosso modo, nous nous sommes retrouvés sur les masques testés à 55% de masques qui ne remplissaient pas leurs objectifs en termes de performance. Ça paraît beaucoup, mais quand on regarde aussi d'autres tests qui ont été faits de manière indépendante, Stéphanie a fait mention du test de la SUVA avec le BPA de surveillance, où finalement, eux, sur un collectif différent de masques FFP2, sont arrivés grosso modo dans les mêmes proportions, avec 60% de masques qui n'offrent pas de protection suffisante. Alors, on a été regarder un petit peu plus loin. Pourquoi on se retrouve avec ces mauvais résultats ? Et puis, il y a 3 causes majeures qui ont été identifiées. Et la première cause, elle peut paraître assez évidente, mais en fait, parmi tous les travailleurs, nous avons une grande diversité de morphologie au niveau du visage. Il y a des différences de genre. Hommes et femmes, on n'a pas le même visage, on n'a pas les mêmes morphologies. Il y a aussi des problématiques qui sont liées à des ethnies. On peut avoir aussi des traits qui sont plus représentés dans certaines ethnies que d'autres. Et toute cette variabilité finalement de morphologie doit être couverte par les masques. Et en termes de robustesse, d'efficacité, c'est des éléments qui vont aller impacter la capacité d'un masque à être ajusté pour une population. Alors, vous imaginez bien que ça pose un problème si les masques, typiquement, sont testés uniquement sur des femmes en Asie. Et puis qu'on veut appliquer ces masques-là pour du personnel infirmier chez nous, plutôt avec des types qui sont caucasiens. Alors, ça revient finalement ce qui est proposé avec un masque de taille unique,
qui est proposé pour tout le monde, finalement, ça revient à essayer de chausser tout le monde avec la même taille de chaussures. Ça ne viendrait pas à l'idée, en fait, à chacun de nous, d'aller acheter que des chaussures de taille 43 sans aller les essayer. Pourquoi est-ce qu'on fait ça avec les masques, hein? C'est une vraie question. Alors, regardez, voilà ce que ça implique, hein, c'est qu'en termes de taille, si les masques sont trop grands, s'ils sont trop petits, ça va être très très difficile de les ajuster correctement. On a ici des taux de fuite qui sont évidents quand on commence en fait à voir le menton, quand on commence à voir en fait les narines par-dessus le masque, on sait déjà d'emblée que ça va être difficile de l'ajuster correctement. L'autre point, c'est on a d'habitude sur les masques des systèmes d'attache qui sont en tour de tête, et avec les masques chinois, nous sommes arrivés avec des masques avec des élastiques en tour d'oreille, et les systèmes de tour d'oreille intrinsèquement ne marchent pas très très bien. Juste un petit exemple pour vous illustrer ça. Les masques chirurgicaux fonctionnent avec des tours d'oreille, et on a regardé ce que ça pouvait amener si on appliquait simplement un petit adaptateur pour aller resserrer ces élastiques, pour transformer un système tour d'oreille en tour de tête. Et on voit dans ce graphique ici que sur les mêmes masques, sur les mêmes personnes, si on est sans adaptateur, on est sur des taux de fuite d'à peu près de 50%. Ça veut dire que la moitié de l'air que vous respirez dans un masque chirurgical, grosso modo, il passe par les défauts d'étanchéité, mais avec un adaptateur, vous divisez quasiment d'un facteur 2 à 3 en moyenne ce taux de fuite. Le dernier point que nous avons relevé, qui était important, c'est la conception des masques. Les bons masques FFP2 fonctionnent de manière horizontale, fonctionnent en portefeuille. C'est plutôt en fait ce type de masque-là. Les masques type KN95 sont verticalisés. Vous voyez un système de coque avec un axe de symétrie qui est ici vertical. Et ça pose un problème parce qu'on a besoin de pouvoir déformer le masque quand on parle, et notamment par le mouvement de la mâchoire vers le bas. Et ce type de masque ici ne peut pas se déformer dans la verticalité, alors que les masques ici en portefeuille, type ici 3M, fait pas de publicité particulière, mais aussi les masques canards qu'on peut trouver en France sont plus adaptés pour ce type de déformation. Alors en conclusion, la certification des masques FFP2, elle est nécessaire. On a vu que c'est important, mais elle n'est pas suffisante. C'est clairement pas suffisant pour assurer la bonne protection. C'est que pour pouvoir assurer la bonne protection des porteurs, si on a des masques filtrants, on doit absolument réaliser des tests d'adéquation individuels sur les personnes avec leur morphologie, avec leur masque, pour s'assurer que ces masques-là fonctionnent sur eux. Voilà. Merci beaucoup, Bikou, pour votre attention. Salutations de toute l'équipe ToxPro.